Alors, bonjour à tous, bienvenue du coup dans ce Wake Up Café. Moi, c'est Claire Bellamy et je suis, associate au sein, du cabinet OnePoint dans la tribu, Product et j'interviens, actuellement depuis mars, pour le client Total Energy en tant que product manager sur une, carte de paiement et de mobilité. Alors pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas encore, les Wake Up Café, c'est un rendez-vous en fait, d'échange 2 fois par mois en direct, où on reçoit un talent OnePoint qui vient nous partager son expertise en matière de product management. C'est l'occasion à chaque fois, d'aborder une nouvelle thématique product, sélectionnée pour son intérêt, afin de vous permettre de renforcer votre expertise en matière de produits et de vous faire monter en compétences. Aujourd'hui, nous recevons Alexandre Kersuzan, product manager chez OnePoint qui va nous parler, de techniques de priorisation et surtout comment il s'y prend pour les adapter au contexte de son produit et de son entreprise. Alors Alexandre, bienvenue et surtout, merci de prendre le temps, de nous partager ton expérience. Est-ce que, tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous. Donc, Alexandre Kersuzan, j'ai rejoint le groupe OnePoint depuis le 5 septembre, donc c'est relativement frais. Avant OnePoint, j'ai passé 4 ans en start-up chez un éditeur logiciel en tant que Scrum Master. Et ensuite, j'ai passé 7 années chez Capgemini je dirais, dans une trajectoire dans le product management, donc soit en tant que product owner, soit en tant qu'appui dans le product management, suivant les contextes. Alors, avant de commencer, ce Wake Up Café, un petit rappel des bonnes pratiques. Donc pour le confort de tous, merci de couper vos micros et vos caméras et si vous avez des questions, vous pouvez les poser du coup dans la conversation Teams et on y répondra en fin d'intervention. Alors donc par rapport au sujet, donc comme on le sait tous, prioriser les fonctionnalités de son produit, c'est essentiel pour rester compétitif et assurer son succès. Alexandre, est-ce que tu peux, nous en dire un petit peu plus sur le sujet? Effectivement, la priorisation, c'est vraiment les toutes premières questions, c'est le pourquoi on priorise et surtout le quand. Le quand, c'était en fait, le message, que je voulais vous faire passer, c'était au travers des différentes, je dirais, différents cycles de vie du produit que vous voyez ici présent, et on se rend compte que finalement la priorisation, en fait, elle est omniprésente. Donc c'est une activité principale, majeure, centrale dans le product management, et le pourquoi de la priorisation, en fait, c'est un ensemble d'activités qui vont nous permettre d'interclasser les sujets, les choses à réaliser suivant leur importance, suivant leur valeur. Et donc au final, toujours dans l'intention de maximiser la valeur, parce que c'est vraiment le principal objectif dans le product management, et ben, en fait, la priorisation nous permet de faire les bons choix au bon moment, surtout. OK, et du coup, par rapport à ça, comment fait-on pour prioriser? Alors la priorisation, c'est vrai que naturellement, on pourrait, regarder ce qui se fait, sur le web, et donc on pourrait voir une constellation, comme on peut le voir ici, de frameworks, donc avec plus ou moins de maturité, plus ou moins d'avantages. Donc, au tout début, voilà, de mes activités, je m'étais d'abord penché sur des techniques type Moscou, voilà, qui nous donnent un premier aperçu des méthodes qui nous permettent de prioriser au mieux les choses. Ensuite, j'ai eu l'occasion de travailler, d'animer des biofeatures qui permet d'apporter beaucoup d'énergie, et je dirais des résultats assez étonnants, et donc vraiment une technique bien original pour faire avancer les choses. Et au fur et à mesure, je suis arrivé, je dirais, sur des frameworks, en tout cas des trajectoires plus complexes, et donc plutôt vers du WYGIF, qui est proposé par Safe, que vous voyez plutôt en haut à gauche. Mais au final, en testant, voilà, plusieurs de ces frameworks, la difficulté que j'ai rencontrée, c'est que c'est difficile de trouver le bon framework qui correspond à notre contexte par rapport à notre produit, en fait. C'est vraiment la Oui. grosse difficulté. Oui, parce qu'en fait, comme on peut le voir, il y a énormément, de frameworks de priorisation et du coup, la question qui me vient à l'esprit, c'est, toi, comment à partir de ces techniques qui existent sur le marché, tu t'en inspires, pour les adapter, à ton produit, et au contexte de ton entreprise? Effectivement, donc quand on voit tout ça, en fait, on se dit qu'on a besoin d'aller plus loin, et pour aller plus loin, je vais vous raconter 2 histoires, en fait, qui aboutissent, en fait, à des problématiques de priorisation pour vous expliquer la suite.
Donc mes 2 histoires, la première, c'est pour un client, Aéroport de Paris, pardon, donc le groupe aéroportuaire. Donc ici, nous étions dans une équipe Scrum d'une dizaine de membres. Partie prenante tout compris, on était une trentaine de personnes et le but du jeu ici, c'était de construire un outil web from scratch pour aider les gestionnaires de réseau à gérer leur réseau souterrain d'énergie. Donc, ici, on parle d'électricité, on parle d'eau, on parle de gaz, tout ce qui se passe sous nos pieds dont on n'a pas forcément conscience. On a eu la chance de travailler dès le départ, en fait, sur ce produit. Donc, on a eu la chance de travailler la vision sur la base d'un Canva. On a pu dessiner et construire avec eux les personas, définir et suivre nos OKR, de lancer une démarche itérative autour de la data analytics pour vraiment mesurer l'usage, je dirais, de la production. Donc, vraiment quelque chose, je dirais, des assets assez complets dans la partie product management. OK. Ah, du coup, là, ça a l'air plutôt, bien ce dont tu nous parles. Qu'est-ce qui s'est, mal passé du coup? Et bah, au final, même si effectivement sur le papier, il y a des choses très, très positives et elles l'ont été, ben, on se retrouvait dans un constat et on va le voir juste après, où finalement, dans certains ateliers, pendant certaines reviews, on avait des dissonances, des discordances sur, je dirais, en fait, les choix, en fait, quelles sont les fonctionnalités à mettre, voilà, sur le devant de la scène, à prioriser, donc à engager et à mettre en service en premier. Donc là, vous avez un peu une illustration en mode un petit peu BD, mais on n'était pas très loin de la réalité où, en fait, là, vous avez la cartographie des aéroports et aérodromes d'aéroports de Paris où, bah, grosso modo, personne n'était vraiment d'accord sur, en fait, quelle était la meilleure fonctionnalité à développer à un moment bien précis. Donc ça, c'était je dirais la première histoire. La deuxième histoire, on change totalement de contexte d'organisation, chez Orange. Donc là, voilà, on est dans l'univers des télécoms. Organisation plus complexe, nous étions dans un train safe d'une centaine de personnes. J'étais le product owner d'une des feature teams et là, le but du jeu, c'était de faire évoluer le principal outil de BI, voilà, du groupe pour s'ajuster avec la trajectoire et la roadmap du commerce et du marketing. Donc cet outil-là est concrètement je dirais, le principal outil je dirais, de visualisation pour s'assurer que les hypothèses qui avaient été mises au départ, voilà, par les différents services puissent devenir une réalité. Donc là, on était plus en mode projet, c'est-à-dire qu'on s'alignait avec, je dirais, les inputs qui arrivaient du commerce et du marketing. Et donc ici, le constat, voilà, avec cette organisation, vraiment, safe et qu'on respectait vraiment à la lettre. Donc là, je vais pas vous détailler ce schéma qui peut peut-être faire peur, de prime abord, mais c'était, en fait, pour vous resituer un petit peu les grands jalons, les grandes cérémonies, voilà, de safe et surtout de se dire qu'à une étape bien cruciale, en fait, au niveau du PI planning, donc l'instance où l'ensemble des parties prenantes, en fait, se réunissent pour définir le plan sur les prochaines itérations. Et ben, quelques jours avant ce fameux PI planning, voilà, le product management, en fait, nous annonçait qu'il y avait une nouvelle feature à traiter et donc forcément, on était en inconfort parce que, voilà, on avait très peu de temps pour la préparer et donc forcément, le PI planning ne se passait pas de la façon la plus sereine possible. Donc là, ici, le 1er point côté aéroport de Paris, c'était de dire, voilà, de choisir la bonne chose et finalement, chez Orange, la feature dont on parle ici, c'était pas quelque chose de nouveau dans le programme Backlog, c'était quelque chose qui n'avait pas été, je dirais, évalué à sa juste valeur en termes vraiment de valeur et donc concrètement, bah, c'était quelque chose qui n'avait pas été évalué au bon moment. Donc voilà, on se retrouve avec 2 cas de figure où la priorisation, méritait d'être améliorée. OK. Et donc ça, c'est pour les constats. Donc par rapport à ce que tu nous dis, qu'est-ce que tu as mis en place du coup comme démarche pour traiter en fait les problèmes que tu as rencontrés? Alors effectivement, comme je l'ai dit, l'idée c'était vraiment d'aller plus loin, d'aller creuser encore plus la valeur, de lui donner plus de sens, de la rationaliser, de la rendre plus objective et donc j'ai pu construire en fait une démarche en 4 étapes. Donc là, c'est la première partie, ça va être vraiment, je dirais une partie théorique et ensuite je vais vous expliquer les implémentations, les instantiations côté Aéroport de Paris et côté Orange. Donc c'est cette démarche pour construire le système de valeurs, donc c'est en 4 étapes. La première, c'est que vous puissiez définir les critères de valeur, donc vraiment
ce qui rassemble en fait voilà, tout le collectif autour du produit, autour de la stratégie d'entreprise sur ce qui a vraiment de l'importance. Donc là, en exemple fictif, on se dit que c'est le chiffre d'affaires, donc les revenus financiers. Est-ce qu'il y a des sujets de réglementation? Est-ce qu'il y a des lois qui m'obligent à faire des choses ou pas? Et aussi, par exemple, le nombre d'utilisateurs impactés par, voilà, par les idées, par les items du backlog qu'on peut voir apparaître dans notre produit. Une fois qu'on a ces critères-là, l'étape numéro 2, c'est de pouvoir pondérer ces critères entre eux. Alors sur une base, là ici j'ai proposé 100, vous pouvez prendre n'importe laquelle. L'idée c'est que ça soit simple en fait pour vous à exploiter. Et donc là, dans notre exemple, on considère que 60% de la valeur totale, qui est important pour nous, on la met au niveau du chiffre d'affaires. 30% pour l'alimentaire et 10 ce qui reste sur la partie utilisateur. Mais dans votre réalité, dans votre quotidien, peut-être que ça sera totalement différent. Une fois qu'on a ces critères et leur pondération, la troisième étape, c'est d'aller à un niveau de détail un petit peu plus fin pour justement, je dirais, creuser un petit peu plus et donner encore un peu plus de sens à tout ça. C'est d'étalonner ces différents critères et surtout leur valeur qu'on aura pu leur donner. Et donc ici, attendez, s'afficher, parfait. Et donc ici, on a décomposé, je dirais, ces critères de valeur. Donc pour le chiffre d'affaires, on l'a décomposé en trois, faible, moyen, fort. Et encore une fois, il serait judicieux de mettre des choses factuelles derrière. Et donc là, ici, si le chiffre d'affaires rapporté par ma fonctionnalité, par mon idée est faible, ça reprend 20 points. Si c'est fort, ça reprend 60 points. Pour certains critères, c'est plutôt binaire. C'est en fait, est-ce que une loi, un aspect réglementaire m'oblige ou pas à faire cette fonctionnalité? Oui, non. Et si c'est oui, ça récupère les 30 points possibles de valeur. Même esprit sur le nombre d'utilisateurs impact. Et une fois qu'on a fait ces trois étapes, en fait, toujours dans un esprit agile, bah, en fait, c'est le tester. Testez-le rapidement. Donc là, dans l'exemple de l'ouverture d'un nouveau forfait mobile, toujours en exemple fictif, là, on se dit que bah, mon nombre d'utilisateurs et donc mon nombre de clients impactés par mon forfait que je vais sortir, il est élevé, donc il prend la valeur maximale 10. Je n'ai pas de contraintes réglementaires pour sortir ce nouveau forfait, donc la réponse est non et donc il prend 0 points. Et le chiffre d'affaires hypothétique de l'ouverture de ce forfait mobile est fort et donc il récupère 60 points. Et concrètement, on fait la somme de tous ces points rapportés par rapport à cette idée, par rapport à cette feature, à cet item de backlog. Et ici, ça représente 70 points de valeur sur 100. Donc c'est une sorte de score de valeur. Et donc ça, c'est pour la partie, théorie. Dans la vraie vie, comment ça s'est passé? Parce que tu nous parlais du coup de Aéroport de Paris. Donc si je rappelle rapidement, le problème que tu as évoqué, c'était, que les équipes n'étaient pas d'accord sur les fonctionnalités à implémenter et il y avait un manque d'alignement sur la valeur, en fait, de chacune des fonctionnalités. Donc Oui. et c'est ce qui valait mieux engager en premier. Il y avait débat. Donc Exactement, exactement. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait le contexte. Donc là, ici, ce que vous voyez, c'est la représentation du système de valeur pour Aéroport de Paris. Donc là, avec une forme bien particulière. Donc là, avec la théorie, c'était plutôt le fond. Là, c'est le fond et la forme. Et ça a son importance parce qu'avec l'expérience, vraiment, les choses les plus simples ont souvent le plus d'impact. Donc c'est important que votre système de valeurs, en fait, pour que vous puissiez le partager, soit, je dirais, le plus simple et le plus visible possible. En introduction de l'implémentation côté aéroport de Paris, ici, ce que vous voyez, c'est un système de valeurs qui est vraiment à la maille user story. Vous allez voir que la démarche, en fait, je ne l'ai pas précisé précédemment dans la partie théorie, mais peut s'appliquer en fait aux différentes mailles d'items que vous gérez dans votre backlog. C'est à vous de le composer vraiment à façon. Cette implémentation, et je le redirai à plusieurs reprises, le succès de cette implémentation, c'est vraiment une co-construction. Une co-construction avec des parties prenantes. Donc, avec qui concrètement? C'était avec des key people répartis sur les trois aéroports du groupe Aéroport de Paris. Bien évidemment, avec l'EPM interne Aéroport de Paris et aussi quelques membres de la DSI qui nous permettaient d'avoir, je dirais, une vue d'ensemble du collectif. En substance, parce que je ne vais pas vous décrire tous les critères, ça n'aurait pas vraiment beaucoup d'intérêt. Ici, on s'est vraiment focalisé sur la business value qui a été décomposée en deux composantes, en fait. La business value orientée sur le contexte. Donc, est-ce que ma fonctionnalité, est-ce que mon idée, voilà, quel est son contexte en termes de réglementation, en termes de, je dirais, de population qui va être touchée par cette fonctionnalité, quel va être l'usage.
Donc c'est la partie bleue sur la partie droite et la partie gauche, on est vraiment sur la valeur ajoutée voilà, de cette idée, de cet item de backlog. Donc aussi bien, est-ce que ça me permet de faire moins d'erreurs? Est-ce que ça me permet d'aller plus vite? Est-ce que c'est une fonctionnalité de confort ou pas? Sous-entendu, est-ce que j'ai une solution de contournement? Et donc, toujours sur le même principe, en fait, on répond à chacun des critères de valeur par rapport à cette idée-là, et on a notre score de valeur. En termes de retour d'expérience, une fois qu'on avait bâti ça, en l'espace de 15 minutes avec le PM, on était en capacité en fait de donner un score de valeur à une idée. Déjà, on allait très très vite. On allait très très vite justement pour donner ce score de valeur et en fonction de ce score de pouvoir l'interclasser par rapport aux autres sujets. La deuxième force, c'est que avec cette représentation-là, on était en capacité au besoin, donc que ce soit dans les ateliers, que ce soit en review, à n'importe quel moment, d'être en capacité d'expliquer nos choix et vraiment de traduire la valeur dans laquelle on s'inscrit pour construire le produit. Vraiment une force, je dirais, dans la pédagogie, dans la transparence de la valeur. Et donc, ça a permis je dirais, d'apaiser certaines tensions d'atelier. Ça permettait d'expliquer, bah, en fait, voilà pourquoi ta fonctionnalité n'est pas encore engagée et mise en service. Ça donne des explications. Ça ne règle pas le sujet final, mais en tout cas, voilà, ça donnait des explications. Donc, ça permettait je dirais, d'augmenter l'adhésion entre les utilisateurs et le produit, notre façon de construire le produit. Et la troisième chose, aussi, très importante, c'était côté product management, c'est que ça nous facilitait énormément la construction, en fait, de la roadmap. Parce que derrière, avec cette valeur qui ressortait de façon, très directe, ça nous permettait de pouvoir définir des objectifs, voilà, de plus en plus précis et de plus en plus rapidement. Donc vraiment un accélérateur pour nous dans la construction de la roadmap. Voilà, côté aéroport de Paris. Très intéressant, et en plus j'ajouterais, ça permettait aussi, bah, au-delà d'aider à prioriser, bah, de rappeler en fait, lors des instances de pilotage aux différentes parties prenantes, bah, les décisions prises en début de projet. Parce que c'est vrai que parfois on a tendance, à un peu perdre le fil de pourquoi on fait les choses, donc avoir cette représentation visuelle de ce qu'on a priorisé, c'est vrai que c'est pas mal aussi pour réaligner, les personnes lorsqu'il y a débat. Alors sur Orange, pour rappeler du coup le problème qui était un peu différent, donc vous étiez organisé en safe et là, c'était le PM qui avait, sous-évalué en fait l'importance, d'une feature et en fait, il l'avait carrément oublié, mis de côté et il s'en est rendu compte, quelques jours avant le début du PI planning, et on sait qu'un PI planning, bah, ça se prépare, bien en avance, donc c'est sûr que ça pouvait, mettre en difficulté en fait les équipes, de voir cette feature hyper importante arriver au dernier moment. Exactement, c'est exactement ça, c'est tout à fait ce contexte-là. Alors ici, également, vous avez vu là, en termes de représentation, on est plus sur un mind mapping un peu plus artisanal, mais qui reprend en fait le même esprit. Donc là, ici, la clé de la réussite, c'était également aussi une co-construction. Alors cette fois-ci avec, dans un premier temps, avec le product management et aussi avec le RTE, en fait, qui était vraiment sponsor, je dirais de la démarche, pour les toutes premières itérations de ce système de valeurs pour eux. Ensuite, le product management, voilà, se l'est approprié et a pu le faire évoluer avec les différents business owners. Et donc là, ici, en substance et les différences par rapport au cas précédent, c'est que le système de valeur a été réparti selon 3 composantes, donc la business value, ce qui est en bleu, le time criticality en rouge et en vert la partie risk reduction. Pourquoi cette répartition-là? En fait, on a essayé d'être en maximum en cohérence avec la méthodologie qui était en place pour que c'est du sens dans la globalité du collectif. Et donc ici, voilà, vous avez les différents critères. Donc il y en a plus, ils sont plus variés parce que bah, voilà, c'était la réalité en fait du produit et en tout cas de notre réalité qu'on vivait au quotidien. Donc voilà, étant donné qu'on avait beaucoup plus de critères, je dirais la complexité à les pondérer était d'autant plus compliquée aussi. Donc on a travaillé pendant un peu plus d'un an ensemble et on a fait à peu près 12 versions de ce système de valeurs pour arriver à quelque chose, je dirais, de stable et avec une solution pérenne dans le temps. Voilà sur la partie et donc en termes de retour d'expérience, je dirais le PM nous disait qu'en l'espace de 30 minutes, en fait, suivant les business owners et donc les sachants qu'il avait en face côté métier, il était en capacité de donner un score de valeur
voilà, une opportunité business à une feature, quel que soit je dirais, le niveau de maturité en l'espace de 30 minutes. Et surtout, il s'en est servi comme un peu une grille pour définir son definition of ready. C'est-à-dire concrètement, si voilà, le métier n'est pas en capacité, on n'a pas oui, si le métier n'est pas en capacité de répondre à l'ensemble de ces questions, ça veut dire qu'on n'a peut-être pas atteint le niveau de maturité souhaité. Parce que derrière, si on ne sait pas répondre peut-être à un aspect autour du time criticality, on se rend compte que ça représente beaucoup de points et donc beaucoup de valeur dans notre système et dans ce qu'on essaye de construire tous ensemble. Et je dirais dans notre activité, parce que pour rappel, j'étais dans une des feature teams, bah, nous, on avait, je dirais, des PI planning où il y avait du coup beaucoup moins de surprises, donc beaucoup moins d'instabilité, donc c'était beaucoup plus confortable. Voilà pour Orange. Et mmh, pour conclure, du coup, en synthèse par rapport à ces 2 cas, que tu nous as exposés, quelles leçons tu retiens et quels bénéfices, tu as pu, en tirer grâce à ces 2 méthodes, personnalisées? Tout à fait. Alors effectivement, avec ces 2 expériences-là, il y a également aussi une troisième que je suis en train de construire avec, Safran, actuellement, pour réfléchir en businesses. Je dirais que les bénéfices, c'est vraiment que cette démarche permet vraiment je dirais une approche pédagogique en fait de la valeur et vraiment d'expliquer les choses et donner le pourquoi de la valeur et de façon transparente. En fait. C'est vraiment ça la force. Ce qui permet deux choses en fait, c'est d'une part que bah, nos utilisateurs en fait ils arrivent beaucoup plus à comprendre pourquoi on travaille dans ce sens-là et qu'est-ce qu'on leur apporte vraiment comme valeur. Donc, redonner du sens aux choses. Donc forcément, ben, on a un alignement des parties prenantes et donc forcément les choses sont beaucoup plus fluides. Je ne dis pas que c'est le remède miracle à tout, mais ça facilite beaucoup les choses. Ensuite, bah, dans la construction, enfin, dans les activités de product management, quand on essaie de se projeter dans le futur et donc sur la construction de roadmap, bah, ça nous permet d'aller plus vite. En fait. Ça nous permet d'aller plus vite, d'avoir des choses plus factuelles, en fait, plus concrètes. Et donc, vraiment, on a un vrai gain dans nos activités au quotidien. Et là, on s'inscrit vraiment je dirais, dans l'esprit agile où le but, c'est vraiment de produire vraiment de la valeur le plus rapidement possible. Et donc là, grâce à ça, ça nous permet d'avoir un pilotage qui est vraiment centré sur la valeur, mais dans sa valeur, dans sa globalité, en fait, pas uniquement la business value. Ça permet d'avoir un champ le plus large possible, le plus réaliste avec le contexte et le produit dans lequel on se trouve. Et en termes bah, d'inconvénients, bah, forcément, c'est compliqué de mettre ça en place. Je dirais les deux premières étapes de la démarche, c'est de définir les critères et de les pondérer, en fait, surtout. C'est ça, en fait. C'est vraiment l'étape 2 qui est cruciale et qui peut prendre du temps. Bah, voilà, il faut en avoir conscience. Ça peut prendre du temps, mais il ne faut pas hésiter, moi d'expérience, à tester rapidement votre premier système de valeur, parce que sinon vous allez passer peut-être 3 4 mois à faire du tuning, des ajustements. Et le but, c'est vraiment de pouvoir tester, de voir les résultats, d'apprendre et d'adapter, d'ajuster. Donc forcément aussi, bah, ça prend du temps. Ça prend du temps pour le mettre en place. Côté aéroport de Paris, donc là, on était, je dirais, sur les premières implémentations de cette démarche. Donc ça a pris entre 3 et 4 mois, je dirais, pour avoir quelque chose de vraiment stable. Ça a été plus rapide côté Orange. Et voilà, il faut aussi prendre en compte que bah, ce système de valeur, bah, il va vivre en même temps que votre produit, donc bah, il va falloir l'adapter aussi au fur et à mesure. Et comme retour aussi, côté aéroport de Paris, on le mettait à jour une fois par release, donc c'est à peu près une fois tous les trimestres, pour vous donner un ordre d'idée. Donc voilà c'est cette démarche, en fait, pour construire ce système de valeur, bah, voilà, le maître mot, c'est vraiment toujours de maximiser la valeur et de faire bah, les bons choix et surtout au bon moment. Merci, Alexandre. Je rebondis juste sur ton dernier point quand tu parles de temps de mise en place. Bah, c'est vrai que donc, ta méthodologie exposée, elle est quand même assez, enfin, quel était le niveau de maturité de tes clients, en termes de méthodologie agile, pour, mettre en place ce type de méthodologie? Parce que c'est vrai que ça prend du temps et je pense qu'il faut une certaine maturité. Effectivement et ça va dépendre effectivement de la maturité, voilà, du collectif dans lequel vous êtes. Côté aéroport de Paris, donc on était sur une population très, très métier, qui était très peu IT, qui était encore moins agile et qui était encore moins produit. Donc voilà, on partait de très loin, donc c'est là où
Aussi, on a notre valeur ajoutée, voilà, côté OnePoint, c'est de se dire, bah, voilà, on accompagne nos clients justement pour, les guider, donc vraiment, d'y aller au pas à pas et c'est pour ça que ça peut prendre plus ou moins de temps, mais c'est important de montrer que voilà, dans quel sens on va et vraiment les bénéfices, vous allez voir, sont, je dirais, assez rapides. Il faut pas hésiter à tester très rapidement les choses. Côté Orange, quand je suis arrivé, c'était un train relativement jeune, donc depuis longtemps, mais je dirais le passage, en safe, était assez récent. Je les ai rejoints au deuxième PI. Donc voilà, donc je dirais, il y avait des réflexes agiles qui étaient déjà beaucoup plus ancrés. Donc là, bah, concrètement, je dirais au cours oui, du PI qui a suivi, on a pu mettre en place, voilà, les premières versions du système de valeur. Donc je dirais en l'espace peut-être de quelques semaines, c'est quelque chose de réalisable si vous avez les bonnes personnes, bien évidemment, pour le construire, les bons sponsors qui vont permettre de mener ce système de valeur le plus haut possible dans le collectif. Alors, il y a des questions, dans le chat qui t'ont été posées. Donc j'ai une question d'Axel. Comment, dans le cadre de la définition de ces critères de priorisation, on s'assure qu'ils restent orientés valeur utilisateur avant tout? Et y a-t-il une pondération entre les critères business, utilisateur et autres? Alors peut-être tu peux le faire en 2 temps la Bien réponse. sûr, oui, effectivement, je vais répondre dans 2 temps, oui. Oui, Excel. Dans le cas de la définition de ces critères de priorisation, à valeur orientée utilisateur avant tout, bah, en fait, ça va être la branche, si on reprend l'exemple côté, je dirais, Orange, en fait, c'est vraiment la branche business value qui elle est plus orientée côté utilisateur. Et donc là, bah, voilà, il faut s'assurer que bah, derrière ces critères-là sont bien renseignés et s'assurer que voilà, qu'ils aient une valeur, je dirais, suffisamment haute par rapport au reste. Mais après, c'est important d'avoir, je dirais, la valeur globale en fait. Voilà, si on peut pas être toujours que centré utilisateur, il y a d'autres réalités qui nous rattrapent. Il y a des réalités réglementaires, il y a des réalités techniques, d'obsolescence, il y a des choses comme ça. Donc c'est important d'avoir une vue systémique, vraiment, sur ça. Ensuite, une pondération entre les critères business, utilisateurs et autres. Bah, en fait, voilà, j'ai répondu aussi dans ce Ouais, sens-là. C'est ouais. effectivement, c'est la première approche, se focaliser utilisateur, mais attention, il n'y a pas que ça. Ouais, exactement. En fait, s'il y a par exemple une loi qui doit passer, à telle date, ça va forcément prendre le dessus, c'est ça Alors, en fait, sur la valeur utilisateur? effectivement, si vous avez une deadline et que si vous dépassez cette deadline, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est votre chiffre d'affaires? Est-ce qu'il y a des pénalités? Est-ce que ça impacte votre chiffre d'affaires? Voilà, encore une fois, c'est un ensemble et c'est important de garder la big picture. J'ai une autre question. Comment traiter le critère urgence? Exactement. Alors ça, c'est une très bonne question. Il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Donc en fait, je dirais, cette démarche, c'est pas le remède miracle, mais en tout cas, ça permet de rendre les choses plus claires, plus transparentes. Il y aura toujours des urgences. Il y aura toujours des sujets, des items qui vont passer devant tout le monde pour des raisons plus ou moins sensé, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Alors peut-être que si c'est des choses qui se reproduisent, je dirais, assez régulièrement, bah, c'est peut-être à prendre en compte dans le système de valeurs et d'aller chercher les raisons de pourquoi c'est une urgence. En fait. Quelles sont les composantes de cette urgence-là. Donc là, je dirais, voilà, je dirais en cas nominal, voilà, garder ce système de valeurs bien ancré. Et s'il y a une urgence, et ben, voilà, on la traite d'un commun accord, bien sûr. Et la dernière question, donc combien de temps, ça prend, ce processus de priorisation? À quelle fréquence faudrait-il revoir la priorisation? Et à chaque événement, qui nécessite, de la modifier? Alors, combien de temps? Combien de temps? Bah, là, pour moi, on parle de quelques semaines. Après, tout dépendra de la maturité, dans votre collectif. Aussi, est-ce que vous avez les bons sponsors qui vous permettent de mettre ça assez rapidement en place et de le tester? Donc là, ça peut être assez variable. En tout cas, il faut moins compter quelques semaines pour que vous puissiez vous faire une vraie conviction, en fait, sur les critères de valeur et sur ce système que vous allez construire. L'idée, c'est vraiment d'arriver quand même avec une première proposition pour pouvoir, avancer là-dessus. Et je dirais la fréquence, moi j'ai, voilà,
en tête toujours une fois par release, peut-être. Après, à vous, encore une fois, de l'adapter, hein. C'est vraiment le but du jeu, c'est que de par notre posture de conseil, bah, on puisse se dire, bah, peut-être que voilà, peut-être une fois tous les 6 mois, c'est suffisant ou pas. Ça dépendra surtout des retours que vous allez avoir. Parce que si voilà, certains de vos personas se plaignent constamment que leurs sujets ne sont jamais priorisés, il y a des questions à se poser. Alors donc il est 9h30, donc c'est la fin, de ce Wake Up Café. Donc merci, à tous, d'être, Merci. venus. Je vais vous envoyer dans la conversation chat un lien, vers un questionnaire, donc si vous pouvez y répondre, ça nous aide toujours à nous améliorer, ainsi que le lien vers notre chaîne YouTube où vous pouvez retrouver du coup les replays, des Wake Up Café de cette thématique, qui se termine aujourd'hui. Et on se retrouve du coup, l'année prochaine, pour une nouvelle thématique autour des Wake Up Café. Merci à tous Merci et puis beaucoup. bonne journée et bon week-end. Au revoir. Bonne journée, au revoir.